important job today, haven't you? What's your job today? The contest. You know, at the beginning of the match, Yeah. the pairs choose who's going to serve us and which end they're going to go. So this Tout a commencé pour moi par une phrase qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la paix, la protection et l'innocence au sein des murs du palais. Non pas parce qu'elle a été prononcée à voix haute, mais parce qu'elle se répétait sans cesse. Nuit après nuit, toujours le même schéma, toujours la même charge émotionnelle. Mon attention s'est immédiatement détournée du protocole et des cérémonies habituelles pour se porter sur quelque chose de bien plus fondamental, la fragilité d'un enfant vivant dans un environnement où le silence prime souvent sur la vérité. Et là, dans ce contexte nocturne, il m'est apparu clairement que cette histoire n'était pas un récit fantastique, mais un récit poignant. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le contenu des mots, mais leur constance. Les enfants expérimentent avec le langage, les histoires, l'attention. Mais ici, j'ai constaté une répétition sans variation, une émotion sans exagération théâtrale. Ce genre de répétition ne renvoie pas au jeu, mais à l'expérience. C'était comme si quelque chose qui n'avait pas trouvé sa place pendant la journée refaisait surface la nuit. Et dans un foyer où le contrôle et la prévisibilité sont la norme, c'est une perturbation qu'on ne peut ignorer. J'ai commencé à me demander ce qui se passe lorsqu'un enfant exprime des sentiments sans cadre normatif. Lorsque la tristesse n'a pas de nom officiel. Lorsque le réconfort est présent, mais n'apporte aucune réponse. Dans un tel contexte, l'émotion devient dangereuse non pas parce qu'elle est destructrice, mais parce qu'elle détonne. Et tout ce qui détonne au sein d'une institution fondée sur la continuité est tôt ou tard perçu comme une menace. Ce qui rend cette situation exceptionnelle, c'est la position même de l'enfant. Il n'est pas seulement un individu doté de sentiments, mais aussi porteur de sens. Chaque geste, chaque expression émotionnelle est automatiquement scrutée à la loupe. Cette scrupuleuse analyse en profondeur les processus normaux de l'enfance, les rendant émotionnellement chargés. Le chagrin devient symbolique, la peur devient politique et l'innocence devient suspecte. J'ai peine à imaginer l'impact que cela a sur un jeune esprit incapable encore de distinguer entre émotion personnelle et projection collective. Ce qui était frappant, c'est que les premières réactions au sein de la communauté n'étaient pas axées sur l'écoute, mais sur l'explication. Non pas sur la compréhension, mais sur la structuration. C'est un réflexe que je reconnais dans de nombreux systèmes fermés. Dès qu'un phénomène ne peut être expliqué par la logique établie, on tente de le réduire à quelque chose de gérable. Fatigue, imagination, hypersensibilité, tout sauf la possibilité que le sentiment lui-même soit valable. Or, c'est précisément cette explication qui souvent exacerbe les tensions, car ce qui n'a pas sa place cherche à s'exprimer. J'ai vu ce processus s'accélérer. Au début, on en parlait sporadiquement, puis de façon répétée, puis systématiquement. Et à ce moment-là, le ton a changé. Ce qui avait commencé comme de l'inquiétude s'est mué en nervosité. Non pas parce que les gens avaient de peur de l'enfant, mais à cause de ce qu'il représentait un miroir sans filtre, un souvenir interdit, une vérité émotionnelle sans permission. Pour moi, c'est à ce moment précis que l'histoire a basculé. Il ne s'agissait plus d'une situation individuelle, mais d'un stress systémique, de ce qui se produit lorsqu'un récit soigneusement construit est interrompu par un élément incontrôlable. Un enfant ne parle pas de façon stratégique, il parle parce qu'il ressent. Et c'est précisément ce qui rend ces paroles si perturbatrices dans un environnement habitué au contrôle. Je me suis demandé pourquoi cela avait suscité une réaction aussi profonde. La réponse était évidente et pourtant troublante, car les sentiments qui n'ont pas de place officielle ravivent ce qui a été refoulé. Ils soulèvent des questions restées sans réponse définitive. Et ils révèlent que le temps n'efface pas tout. Certaines choses continuent de circuler même quand on croit les avoir réglées. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la rapidité avec laquelle la bienveillance a cédé la place au contrôle. La frontière est ténue. La bienveillance vise à apaiser, le contrôle vise à limiter. Et lorsqu'un enfant exprime de façon répétée quelque chose d'inapproprié, la priorité passe souvent du bien-être au contrôle. Non par malveillance, mais par peur, peur du précédent, peur de l'interprétation, peur des conséquences publiques. Dans cette première phase, on cherchait encore des solutions pour faire disparaître le problème sans le résoudre. Distraction, structure, calme. Mais rien de tout cela ne changeait le fond du problème. L'émotion persistait. Et avec elle, la menace que ce ne soit pas une simple phase, mais un signal. Un signal qui pointait vers quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne se laissait pas facilement résumer à un rapport pédagogique. J'ai réalisé à quel point cette situation m'obligeait à repenser la protection. Protéger ne signifie pas toujours surprotéger. Parfois, cela signifie simplement reconnaître la souffrance. Et c'est ce qui semblait le plus difficile ici, reconnaître qu'un enfant ressent quelque chose d'inattendu, qu'il n'existe pas de réponse toute faite à sa douleur, qu'elle n'a pas besoin d'être résolue pour être prise au sérieux. Mais dans un environnement où chaque détail a son importance, cette reconnaissance est risquée. Il devint évident qu'il ne s'agissait pas seulement du début d'une histoire personnelle, mais aussi de la révélation d'une tension institutionnelle.
Une tension entre humanité et contrôle, entre écoute et direction, entre ce qui est ressenti et ce qui peut être montré. Ces mots échangés tard dans la nuit n'étaient là pas un incident isolé. Ils constituaient une ligne de fracture. Et à partir de ce moment, plus rien ne fut neutre. Une fois le choc initial passé, j'ai remarqué que la discussion se déplaçait du contenu des propos à la manière de les tenir. Cette distinction est cruciale. Les enfants inventent des histoires certes, mais ils les modulent, les improvisent et testent les réactions. Or j'ai observé quelque chose de différent, une formulation fixe un rythme répétitif, une cohérence émotionnelle qui exclut toute fantaisie spontanée. Il ne s'agit pas là d'une preuve de phénomène surnaturel, mais d'un indice que nous sommes face à une expérience intérieure bien réelle pour l'enfant. Et cela à lui seul mérite d'être pris au sérieux. J'ai commencé à reconnaître des schémas que les psychologues évoquent souvent lorsqu'ils parlent de répétition significative. Non pas le contenu lui-même, mais la précision. La façon dont les mots se répètent sans fioriture. Le calme avec lequel ils sont prononcés. Il n'y a pas de jeu, pas de tentative de choquer ou d'attirer l'attention. Cela rend la chose particulièrement déroutante dans un environnement habitué aux signaux et aux codes. Car comment réagir face à quelque chose qui n'a pas de cause apparente mais qui ne disparaît pas non plus? Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les gens cherchent une explication qui résout le problème sans l'explorer en profondeur. C'est humain, nous voulons rétablir l'ordre. Mais les explications hâtives empêchent souvent la compréhension. Quand on attribue la répétition à l'imagination, on ne cherche plus à savoir d'où elle vient. Quand on réduit une émotion à une simple phase, on ne cherche plus à comprendre son message. Il me semble qu'une tension fondamentale se dessine ici entre pédagogie et symbolisme. La pédagogie interroge comment accompagner un enfant dans une période difficile. Le symbolisme, quant à lui, interroge quelle est la signification de cet événement dans un récit plus vaste. Dans une famille ordinaire, cette seconde question reste généralement sans réponse. Mais ici, chaque détail est chargé de sens. Chaque mot est interprété comme un signe. Ainsi même, le moment le plus intime s'intègre à une interprétation collective. Il est pourtant dangereux d'opposer un extrême à l'autre. Tout expliqué par le fantasme bloque l'enfant. Donner une signification à tout, c'est le perdre de vue. J'ai constaté combien il était difficile de maintenir cet équilibre. Car tandis que le système cherchait à contrôler l'émotion, se répétait sans cesse. Cela suggère que le problème de fond n'était pas abordé. L'écoute cédait la place à l'interprétation. Je me suis demandé ce qui se passe lorsqu'un enfant réalise que ses paroles sont entendues, mais non vraiment comprises. Qu'elles sont enregistrées, discutées, analysées, mais non reconnues comme des sentiments valides. Cela crée un sentiment d'aliénation. L'enfant apprend alors que son monde intérieur ne correspond pas au monde extérieur. Et ce fossé peut se creuser à mesure que les adultes s'efforcent d'expliquer ce qu'ils ne veulent pas ressentir. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est l'héritage des histoires préexistantes. Dans une famille où l'histoire est omniprésente, elle finit inévitablement par transparaître. Non pas comme une connaissance consciente, mais comme une atmosphère, un bruit de fond émotionnel. Les enfants y sont sensibles. Ils perçoivent les tensions, les silences, les réticences. Souvent, ils en savent plus que nous ne le pensons, mais différemment de ce à quoi nous nous attendons. Non pas sur les faits, mais sur l'état d'esprit. Je ne vois pas cela comme quelque chose de mystique, mais comme quelque chose d'humain. Les émotions laissent leur empreinte. Le chagrin non résolu, le silence collectif, les souvenirs chargés de sens créent le climat dans lequel un enfant grandit. Et parfois, un enfant met des mots sur ce que les adultes ont oublié. Cela rend la situation difficile mais pas fausse. Cela ne signifie pas que l'enfant sait littéralement ce qu'il dit, mais qu'il touche à quelque chose qui est encore vivant. C'est pourquoi je pense que la question mémoire ou imagination est trop simpliste. Il ne s'agit pas de choisir entre deux extrêmes, mais de reconnaître que l'imagination est souvent un véhicule pour des émotions authentiques. Un langage pour quelque chose qui n'a pas encore trouvé sa place. Si nous corrigeons ce langage trop vite, nous passons à côté du message. Et dans un système qui repose sur la continuité, c'est un risque que l'on préfère éviter. J'ai constaté que la réaction devenait de plus en plus technique. On consignait des observations, on repérait des tendances. Mais plus on cherchait à objectiver, plus on s'éloignait du sujet. L'enfant devenait une étude de cas et non plus une voix, et c'est précisément ce qui creusait le fossé. Car l'émotion ne se laisse pas apprivoiser par la seule analyse. Elle exige une présence attentive. C'est peut-être là le nœud du problème. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut prendre les mots au pied de la lettre, mais plutôt de laisser place au sentiment qui les sous-tend. Car tant que cet espace fait défaut, la répétition persiste, non pas comme une menace, mais comme une nécessité. C'est ainsi que le moi intérieur se fait entendre lorsqu'il ne trouve aucune autre issue. La question ouverte qui en découle est dérangeante mais essentielle que révèle un environnement lorsqu'il recherche des explications plutôt que des liens. Et osons-nous admettre que tout ce qui a du sens n'est pas forcément immédiatement compréhensible.
Dès l'instant où la répétition ne put plus être considérée comme une simple coïncidence, une nouvelle dimension commença à se révéler à moi. Ni spectaculaire, ni mystérieuse, mais plutôt étrangement familière, l'ombre du passé qui s'installe dans le présent. Non pas comme un souvenir au sens classique du terme, mais comme une présence, comme quelque chose d'innommable et pourtant constamment ressenti. Dans cette famille, le passé n'est pas un chapitre clos, c'est un courant sous-jacent. Et les enfants perçoivent les courants sous-jacents avec une intuition remarquable. J'ai remarqué que de plus en plus souvent, un nom restait « tu m'aimes » s'il était palpable partout, non pas dans les mots, mais dans les réactions, dans l'attention, dans la réticence, dans le changement soudain de sujet. Lorsqu'un nom n'est pas prononcé, mais qu'il définit tout, il devient plus puissant que s'il était ouvertement présent. Je reconnais ce mécanisme chez de nombreuses familles confrontées à un deuil non résolu. Le silence dans ces familles n'est pas synonyme de paix, mais de tension. Ce qui m'a frappé, c'est comment des émotions apparemment sans origine trouvaient pourtant une direction, comme si elles étaient rattachées à quelque chose de préexistant. Et dans ce contexte, une figure symbolise la perte, le conflit, la culpabilité et la vérité indicible. Il n'est pas surprenant qu'un enfant cherchant un sens à un sentiment qu'il ne parvient pas à définir s'accroche à une image déjà présente émotionnellement dans son environnement. Non pas parce qu'il l'a apprise, mais parce qu'elle est palpable. Je ne vois pas cela comme un phénomène surnaturel, mais comme quelque chose qui se produit lorsqu'un système refuse d'accepter pleinement le deuil. Le deuil, géré, régulé et finalement refoulé, ne disparaît pas. Il change de forme. Il s'installe dans les routines, dans les silences, dans ce qui reste inexprimé. Et parfois, il trouve une voie à travers celui ou celle qui est le moins filtré, un enfant. Ce qui me touche profondément, c'est que cette présence est chargée non seulement d'émotions, mais aussi de sens moral. Elle porte en elle la culpabilité. Une culpabilité jamais partagée collectivement, mais ressentie individuellement. Et là où il y a culpabilité, il y a peur, peur de rechuter, peur de perdre à nouveau, peur de perdre le contrôle. Dans un tel climat, un enfant qui exprime ses émotions devient non pas un être aimé, mais une source de danger. J'ai commencé à comprendre pourquoi les réactions devenaient de plus en plus défensives. Non pas parce qu'on ne croyait pas l'enfant, mais parce qu'on craignait les conséquences de ses paroles. Car dès qu'un nom retrouve son sens, les questions ressurgissent. Et les questions sont dangereuses pour les systèmes fondés sur le consensus et le silence. Il est plus facile de qualifier les émotions de fantasmes que de réexaminer le passé. Ce qui se révèle ici n'est pas une histoire de fantôme, mais un système incapable d'assumer son histoire. Et lorsqu'un système ne peut assumer son histoire, le fardeau se reporte sur la génération suivante. Inconsciemment, mais inévitablement. C'est ce que je vois se produire ici. Non pas un enfant qui se souvient, mais un enfant qui porte le fardeau, portant ce que d'autres ont déposé sans le nommer. Je me demande combien de générations il faut pour qu'une chose soit véritablement assimilée. Et ce qui arrive lorsque cette assimilation est sans cesse reportée. Les émotions ne peuvent être enfermées indéfiniment. Elles cherchent à s'exprimer. Parfois par les mots, parfois par les actes, parfois par les rêves. Cela ne les rend pas irrationnelles, cela les rend humaines. Durant cette phase, j'ai commencé à comprendre que la présence du passé n'était plus abstraite mais bien réelle. Elle influençait les choix, déterminait les réactions et engendrait la peur. Et plus on tentait de nier cette influence, plus elle se renforçait. Car le déni nourrit ce qu'il cherche à éviter. Il transforme la mémoire en territoire interdit et le territoire interdit attire. Ce que j'en retiens, c'est que les enfants fonctionnent souvent comme des capteurs moraux. Ils perçoivent ce qui ne va pas. Ils n'ont pas encore d'intérêt direct pour la cohérence, la réputation ou le récit. Ils réagissent à ce qui est. Et lorsque ce qui est n'est pas reconnu, des tensions apparaissent. Ces tensions ne s'expriment pas par des mots que les adultes jugent logiques, mais par des images, des sentiments et la répétition. C'est peut-être là le nœud du problème. Non pas la présence d'une figure en particulier, mais pourquoi son absence est si lourde de conséquences. Pourquoi un nom a-t-il un tel pouvoir qu'il ne doit pas être prononcé et qu'est-ce que cela signifie pour un enfant de grandir dans un environnement où passé et présent ne se réconcilient jamais vraiment? La question qui me préoccupe ici est la suivante: si un système n'ose pas reconnaître son histoire, qui en paie finalement le prix? Et combien de fois est-ce celui qui comprend le moins les règles mais qui en subit le plus les conséquences? À partir de ce moment, il m'est apparu de plus en plus clairement que cette histoire ne concernait plus un enfant et ses émotions, mais la réaction d'un système qui se sentait menacé. Le changement était subtil, mais indéniable, alors qu'au départ, l'accent était mis sur le soutien et l'accompagnement, le ton a peu à peu évolué vers une logique de contrôle et de préservation de la réputation. J'ai vu l'attention se déplacer de l'écoute à l'évaluation de la proximité à la distance. C'est souvent à ce moment-là qu'un problème personnel devient un problème institutionnel. Ce qui m'a le plus frappé,
c'est la rapidité avec laquelle les structures internes se sont mises en place. Invisibles non publiques mais palpables dans la manière dont les décisions ont été prises. L'accès a été restreint, l'information centralisée, les routines modifiées. De telles mesures sont rarement prises sous le seul coup de la panique. Elles témoignent d'une prise de conscience plus profonde, quelque chose n'est plus maîtrisable par les moyens conventionnels. Lorsqu'une institution est habituée à être dirigée, la perte de prévisibilité constitue une menace existentielle. J'ai commencé à comprendre comment la peur se traduit en stratégie. Non pas par une confrontation ouverte, mais par de subtils jeux de pouvoir. Qui a le droit de parler, qui a le droit d'être présent, qui est perçu comme un risque et qui comme un facteur de stabilité. Dans ce jeu, l'émotion est toujours la première victime. Après tout, on ne peut pas la planifier. Elle perturbe les plans, discrédite les messages et soulève des questions embarrassantes. Et les questions sont dangereuses quand on n'a pas de réponse. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la prise en charge de l'enfant était de plus en plus influencée par l'impact global de cette prise en charge. On ne se demandait plus de quoi a-t-il besoin, mais quelles conséquences cela a-t-il sur la situation dans son ensemble. C'est une évolution que j'observe souvent dans les structures de fermés. Elle commence innocemment avec l'intention de réduire les risques, mais aboutit souvent à l'aliénation. Car ceux qui raisonnent avant tout en termes d'impact perdent la capacité d'établir une véritable relation de proximité. J'ai aussi constaté une mise à rude épreuve des loyautés. Des personnes qui agissaient auparavant sans hésitation guidées par l'empathie ont commencé à douter. Non pas de leurs sentiments, mais des conséquences, car l'empathie peut être perçue comme une faiblesse, un risque. Et dans un contexte où la réputation est synonyme de stabilité, la faiblesse devient un défaut à éviter. Il en résulte un climat où la bienveillance est formalisée et la distance normalisée. Ce qui s'est alors produit, c'est une lutte de pouvoir classique, mais sans adversaire clairement identifié. Pas de conflit ouvert, pas de désaccords explicites, seulement de la tension, du silence, des mots soigneusement choisis, le genre de conflit qui se joue dans l'intimité et se manifeste par le langage corporel et le timing. Et dans ce conflit, ce n'était pas une personne qui était au centre, mais un principe, le contrôle contre la reconnaissance. Je me suis demandé qui, au final, perd le plus dans une telle situation. La réponse est rarement celle qui a le plus de pouvoir. C'est celle dont la voix pèse le moins dans le processus de décision. Et dans ce cas précis, c'est l'enfant. Non pas qu'on veuille lui nuire, mais parce qu'il est perçu comme porteur de quelque chose qui le dépasse. Cela rend chaque décision délicate, car la moindre marge de manœuvre peut être interprétée comme un précédent. J'ai constaté comment la peur du précédent a commencé à tout envahir. Et si cette histoire venait à être révélée, et si elle était mal interprétée, et si elle devenait un symbole, ces questions sont compréhensibles, mais elles détournent l'attention des personnes vers le récit. Et une fois que le récit prend le dessus, l'attention se porte sur la stratégie. Ce n'est pas par malveillance, mais le résultat d'années de réflexion axée sur la maîtrise. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la solitude que ce processus engendre. Non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les adultes pris au piège entre leurs sentiments et ce qu'ils sont autorisés à faire. Lorsque l'empathie devient un risque, un conflit intérieur surgit. On commence à s'autocensurer, on choisit ses mots avec plus de soin. On prend ses distances non par choix mais par sécurité. À ce stade, il est devenu évident que la situation ne pouvait plus être résolue par des mesures individuelles. Le problème ne résidait pas dans les comportements mais dans le sens. Et le sens ne peut être neutralisé par un protocole. Plus on essayait de structurer les choses, plus on avait le sentiment qu'un élément essentiel était négligé. C'est souvent le signe qu'un système atteint ses limites. Je ne peux m'empêcher de voir là un moment où le pouvoir se trahit, car le vrai pouvoir n'a pas peur de la vulnérabilité. Il sait écouter sans faiblir. Quand le pouvoir n'en est plus capable, il se met sur la défensive. Et le pouvoir sur la défensive se referme. Il se protège en créant de la distance et ce faisant se détache du peuple qu'il prétend servir. La question qui me préoccupe encore aujourd'hui est la suivante: que se passe-t-il lorsqu'une institution privilégie sa propre protection à celle des personnes qu'elle représente et jusqu'à quel point un tel système peut-il résister avant de s'effondrer non pas sous la pression extérieure mais sous l'effet d'un déni interne? Pour moi, cette phase a révélé la tension la plus vive, car le récit s'est recentré sur la responsabilité, non pas celle de l'institution, mais celle d'un parent. Je n'ai pu m'empêcher d'observer la position d'un père soudainement pris entre deux réalités, la logique de la couronne et la vulnérabilité de son enfant. Cette tension n'est pas un dilemme abstrait, mais un conflit de valeurs quotidien. Et c'est précisément là que l'on voit ce que le pouvoir peut et ne peut pas tolérer. Ce qui m'a frappé, c'est la discrétion avec laquelle cette bataille s'est déroulée. Aucune déclaration publique, aucune confrontation visible, seulement de subtils changements de comportement, une présence plus sélective, des conversations plus tardives, des regards insistants. On attribue souvent plus de sens à ces détails qu'aux déclarations officielles.
Il révèle qu'une personne se libère de l'obéissance automatique et commence à écouter ce qui n'est pas consigné dans les notes de service. Je me suis demandé ce que l'on ressent lorsqu'on comprend que la protection est une responsabilité partagée, qu'on ne protège pas seulement son enfant du monde extérieur, mais parfois aussi du système dont on fait partie. Cette prise de conscience change tout, car la loyauté envers une institution est simple. La loyauté envers un enfant est inconditionnelle. Et lorsque les deux s'entrechoquent, chaque choix devient un dilemme moral. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est que le silence n'est plus synonyme de neutralité. Il devient une prise de position, non par commodité mais par considération. Chaque fois qu'un père ne corrige pas, ne distrait pas, ne reformule pas la situation, il reconnaît implicitement que les sentiments de l'enfant ont le droit d'exister. C'est un acte fort dans un environnement où les émotions sont généralement régulées. Il ne s'agit pas d'une rébellion ouverte mais d'un changement discret de priorité. J'ai constaté que cela influençait aussi ma conception du leadership. On perçoit souvent le leadership comme la capacité à garantir la stabilité. Mais que se passe-t-il si la stabilité est en réalité minée par le déni et si la véritable stabilité exigeait de supporter un certain inconfort? Dans cette perspective, le rôle parental prend une dimension politique qu'il n'a jamais recherchée, mais à laquelle il ne peut se soustraire. Durant cette phase, il est devenu évident que choisir la proximité n'est pas chose facile. Cela implique de prendre un risque, celui d'être mal compris, celui de créer un précédent, celui de provoquer des conflits internes. Mais l'alternative, prendre ses distances pour préserver la paix, a aussi son prix. Elle apprend à l'enfant que son monde intérieur est soumis à l'ordre établi, que ses sentiments peuvent être exprimés tant qu'ils n'ont pas une grande importance. C'est une leçon qui marque durablement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la lenteur de ce choix. Aucun moment dramatique, aucun point de bascule identifiable. Juste une série de petites décisions qui ensemble définissent une direction. Quelqu'un s'attarde un peu plus, pose une question sans répondre immédiatement. Ne corrige pas, écoute. Dans un système habitué à conclure rapidement, l'écoute attentive est révolutionnaire. Je ne vois pas cela comme une lutte contre le passé, mais plutôt comme une tentative d'empêcher sa résurgence par le déni. Car lorsqu'un enfant pose des questions dérangeantes, le réflexe est souvent de les neutraliser. Or, neutraliser est différent d'accompagner. Accompagner, c'est être présent sans avoir de solution. C'est accepter de ne pas savoir. C'est plus difficile que de donner des directives, mais aussi plus authentique. Cette phase révèle le lien entre pouvoir et vulnérabilité, non pas dans de grands gestes, mais dans des choix dissimulés au public. Et c'est précisément ce qui les rend si déterminants. Car ce qui est décidé alors imprègne tout ce qui suit, non pas comme une explication, mais comme une attitude. L'enfant le perçoit. Il a le sentiment que ces questions sont les bienvenues, même sans réponse. Je me demande combien d'institutions laissent réellement place à ce type de leadership. Un leadership qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur la présence. Car la présence ne se délègue pas. Elle exige un engagement personnel. Et c'est ce qui la rend dangereuse pour les systèmes qui préfèrent rester abstraits. Mais pour un enfant, l'abstraction n'est pas une protection. La proximité, si. Ce qui se dégage ici n'est pas une histoire héroïque, mais un changement de perspective. On passe de ce qui doit être juste à ce qui doit porter ses fruits. Et c'est peut-être là le choix le plus fondamental qu'un parent dans une telle situation puisse faire. Non pas choisir entre l'enfant et la couronne par des mots, mais par des actes que seuls ceux à qui ils sont destinés voient. La question que je souhaite laisser en suspens est la suivante: qu'est-ce qui compte le plus au final, la continuité d'un système, l'intégrité d'un enfant qui apprend ou la prise en compte de ses sentiments et qui décide quand les deux ne peuvent plus coexister? Dans la phase finale de cette histoire, j'ai pris conscience de façon douloureuse de la rapidité avec laquelle un individu peut se transformer en symbole même sans l'avoir jamais souhaité. Ce qui avait commencé comme une série d'émotions nocturnes s'est peu à peu transformé en signe, en message, en point de rupture, non pas par choix conscient, mais parce que les systèmes sous pression sont toujours en quête de sens. Et une fois que le sens émerge, il est difficile de le réduire à sa dimension initiale. J'ai constaté que l'enfant était de moins en moins perçu comme une personne et de plus en plus comme un porteur. Un porteur d'histoires de tension, de tout ce qui était resté tu. C'est peut-être le moment le plus dangereux de tout récit collectif lorsque l'humanité est occultée par la projection. Car alors la question passe de « comment va-t-il » à « que représente-t-il » Et cette seconde question est rarement dans l'intérêt de la personne concernée. Ce qui m'a frappé, c'est le caractère inévitable de ce changement. Non par malice, mais par soif de récit. Le public recherche la stabilité. Les médias recherchent du sens, les institutions recherchent de la stabilité. Et dans cette interaction, un enfant devient rapidement une toile sur laquelle se projettent désir, peur et croyance. Dès lors, chaque mot prend une ampleur démesurée. Chaque émotion devient plus intense que saine. J'ai commencé à comprendre que c'était à ce moment précis que le silence et la parole s'inversaient. Là où le silence offrait autrefois une protection, il devient désormais suspect.
Là où la parole représentait un risque, elle est maintenant perçue comme une libération. Cette dynamique est dangereuse car elle crée des attentes auxquelles un enfant ne peut tout simplement pas répondre. Des attentes telles que celles d'interpréter, de représenter, de guérir. Aucun être humain, et encore moins un enfant, ne devrait avoir à porter un tel fardeau. Ce qui apparaît ici, c'est comment la vulnérabilité peut être instrumentalisée par le sens. Un système qui cherche à se préserver voit un signal dans chaque émotion. Le public perçoit une vérité dans chaque larme. Ainsi se met en place un cycle où la nuance disparaît. La réalité s'aplatit, mais aussi s'assombrit, car les symboles sont difficiles à protéger. Ils sont revendiqués, défendus, utilisés. Je crois que le moment est venu de redéfinir la notion de responsabilité. Non pas la responsabilité de raconter la bonne histoire, mais celle de préserver des limites saines. Des limites entre le public et le privé, entre l'interprétation et l'expérience, entre ce que l'on ressent et la façon dont les autres le perçoivent. Ces limites ne vont pas de soi. Il est essentiel de les maintenir, surtout lorsque les émotions sont partagées collectivement. Ce qui me donne espoir, c'est que des forces contraires commencent elles aussi à se manifester. Des choix discrets, modestes, qui privilégient l'intimité au récit. Le choix de ne pas tout partager, de ne pas tout expliquer, de laisser place à l'épanouissement, sans le jugement du public. Ce ne sont pas des actes spectaculaires, mais ils sont essentiels. Car sans ces choix, chaque histoire devient un piège. Je me demande à quoi ressemblera l'avenir lorsque cette prise de conscience sera pleinement assimilée. Peut-être que l'attention se déplacera. Peut-être que le symbolisme s'estompera. Peut-être que le récit retrouvera à sa véritable place l'intimité de la croissance et non l'arène de la quête de sens. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. Et les possibilités sont importantes lorsque les certitudes font défaut. Ce que j'ai surtout appris de ce processus, c'est que la vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure, parfois, elle pleure la nuit. Et parfois, elle ne demande pas d'explication, mais sa présence. Le danger survient lorsque ce murmure se transforme en explication, lorsque la présence est remplacée par l'interprétation. Alors nous perdons non seulement la nuance, mais aussi l'être humain. L'avenir nous dira comment cette situation sera gérée. Choisira-t-on le contrôle ou l'accompagnement, la mise en valeur ou la protection? Ce qui est certain, c'est que les choix effectués aujourd'hui auront des répercussions bien au-delà de l'instant présent. Ils créent un précédent. Non pas quant à la manière dont les histoires sont traitées, mais quant à la façon dont la vulnérabilité au sein des structures puissantes est prise en compte. La question ouverte que je souhaite aborder ici est la suivante. Sommes-nous capables de reconnaître le sens sans nous l'approprier, de respecter les émotions sans les utiliser et de permettre à un enfant de grandir sans l'accabler de tout ce que nous n'avons pas encore assimilé?